C'est un trouble dont on se passerait bien au quotidien. Les remontées gastriques liées au reflux gastro-œsophagien, le RGO, ou à la hernie hiatale, des chirurgies existent, bien moins invasives qu'auparavant. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour docteur Régis Farah. Bonjour Maude. Vous êtes chirurgien digestif à l'Hôpital Européen de Marseille. On va commencer un petit peu par des définitions. Qu'est-ce que le RGO ? Qu'est-ce que la hernie hiatale exactement ? Alors oui, effectivement, donc moi je suis chirurgien digestif sur l'Hôpital Européen et j'ai développé avec mes confrères gastro-entérologues une spécialité pour m'occuper des patients souffrant de ces troubles dont on parle aujourd'hui. Le reflux gastro-œsophagien, comme son nom l'indique, en fait, c'est des remontées du contenu de l'estomac dans l'œsophage. L'estomac ayant une fonction digestive par fabrication d'acide et malaxage des aliments, eh bien, le contenu acide peut remonter dans l'œsophage qui, lui, n'est pas construit en fait pour recevoir de l'acidité. Et les brûlures que vous ressentez peuvent conduire à des inflammations, des infections et même, dans le pire des cas, même des transformations qui peuvent conduire à des cancers. Donc, c'est une pathologie qui est assez fréquente et dont souffrent beaucoup de patients que l'on voit et pour lesquels on peut discuter d'une indication chirurgicale. La hernie hiatale, c'est une malposition de la jonction œsogastrique, essentiellement au travers du hiatus, c'est-à-dire de l'orifice de passage de l'œsophage dans la cavité abdominale, au travers duquel l'estomac peut glisser. Et cette malposition de la jonction œsogastrique, du raccord entre l'œsophage et l'estomac, peut conduire à développer un reflux gastro-œsophagien. Il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu les termes et la problématique, mais la hernie hiatale est pourvoyeuse d'un reflux gastro-œsophagien, mais vous pouvez très bien avoir une hernie hiatale sans reflux, et inversement avoir un reflux sans hernie hiatale. Donc avec la hernie, on comprend bien, c'est l'estomac qui va remonter, c'est ça, en dehors de la paroi. Dans la plupart des cas, c'est bien ça, c'est l'estomac en fait qui va glisser en fait dans le médiastin, c'est-à-dire dans le thorax en fait, au travers de l'orifice de passage naturel qui est le passage simplement à l'œsophage, et le tout en fait glisse dans la cavité thoracique. En fait, quand vous respirez, vous créez des phases inspiratoires et expiratoires. Donc il y a une phase de dépression dans le thorax qui s'accompagne dans le même temps d'une hyperpression dans le ventre. C'est un effet piston. Voilà. Donc si vous avez un défaut de solidité dans cette zone-là, en fait, naturellement, il y a un glissement qui se fait. Et ce glissement est pourvoyeur de hernie hiatale et de reflux. Vous parliez effectivement des conséquences qu'il peut y avoir sur le corps à long terme. C'est compliqué aussi au quotidien, j'imagine, pour le patient quand même, ce type de trouble. Ah oui, alors ça reste des problèmes d'ordre fonctionnel, mais il y a des patients qui en souffrent beaucoup, qui peuvent plus s'alimenter correctement, qui peuvent plus dormir correctement, qui sont obligés de se gaver de médicaments. Il y en a qui arrivent même plus à manger quand il y a une très grosse inflammation de l'œsophage. Et dans les cas extrêmes, quand il y a une négligence en fait du reflux gastro-œsophagien, on voit des patients qui viennent nous voir pour des transformations cancéreuses. Oui. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Alors tous les patients qui ont un cancer d'œsophage n'ont pas un reflux, évidemment. Et disons que c'est une pathologie qui est assez fréquente, qu'on rencontre au quotidien et qui est mal connue et mal soignée. Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est un trouble qu'on retrouve beaucoup en France, chez beaucoup de patients ? Oui, alors moi, j'ai un biais de recrutement puisque je vois beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça. Mais disons qu'il y a des facteurs qui prédisposent, il y a des facteurs anatomiques. Mais par exemple, le surpoids ou ce genre de choses sont également pourvoyeurs de reflux. Et donc, la population quand même grossissant, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, quoi. J'avais vu, il y a notamment 10% de la population, il y aurait 10% de la population française qui serait concernée quotidiennement et près de 20% occasionnellement. On peut être concerné occasionnellement par ces problèmes-là ? Oui, comme je vous dis, en fait, il y a aussi quand même des règles hygiéno-diététiques. Quand il faut apprendre à manger correctement. Bon, ça, c'est quoi manger correctement ? C'est manger équilibré et puis manger à des heures, je dirais, fixes. En fait, ne pas s'alimenter comme on a malheureusement tendance à faire en menant une activité professionnelle où on est occupé, manger debout, avaler un truc à la va-vite. Oui. On ne mastique pas, on gobe. Voilà, on ingurgite en fait des produits riches en énergie en mélangeant tout type de produits. Il faut réapprendre à manger en fait.
Et ça, c'est vrai que ça peut régler quand même une partie de ces troubles-là, quoi. Et on peut opérer, c'est donc votre cas, vous opérez ce type de trouble. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors, à la place de la chirurgie dans le reflux, puisque là on part du reflux, oui. Donc qui s'accompagne éventuellement d'une hernie hiatale, elle doit être réservée quand même aux patients qui ont un trouble et pour lesquels justement on a corrigé tout ce qui va autour et qui peut favoriser. Une bonne alimentation du coup. Oui, voilà, on commence par des choses simples quand même. On se jette pas sur les patients. Il faut essayer de les amener à adopter des règles hygiéno-diététiques qui leur permettent en fait de corriger d'eux-mêmes en fait la problématique. Toutefois, il y a bien des gens qui maintiennent un reflux gastro-œsophagien qui est installé et pour lesquels se discute l'indication chirurgicale. Il y a un parcours diagnostique en fait. Ils doivent rencontrer des gastro-entérologues qui doivent faire des explorations un peu spécifiques. Donc si jamais ils ont des grosses inflammations de l'œsophage et des transformations en fait de l'œsophage qui sont naturellement qui interviennent pour protéger en fait l'œsophage de l'inondation de reflux acide, eh bien ces gens-là en fait, on sait qu'ils ont un reflux acide pathologique et qui vont rentrer en fait dans la case de l'indication chirurgicale. Les patients qui n'ont pas eu cette transformation, il faut réaliser une pH-métrie. C'est une mesure en fait qui dure 24 heures de l'acidité présente dans l'œsophage et pour lesquelles en fait on fait des mesures régulières et qui nous permettent d'objectiver, d'accord, de mesurer la quantité et la durée d'exposition de l'œsophage à l'acide. Une fois qu'on a fait ces examens-là, on doit réaliser un autre examen préopératoire consiste à vérifier la motricité de l'œsophage. Il existe des pathologies, des maladies que l'on développe ou qui sont donc acquises ou congénitales et qui empêchent les contractions de l'œsophage. Et bien dans ce cas-là, en fait, il existe un reflux gastro-œsophagien qui est finalement une conséquence de cette maladie-là et il ne faut pas le traiter en tant que reflux œsophagien. Il faut le considérer au sein de la pathologie. Si on le méconnaît, en fait, on risque d'exposer les patients à des gros troubles. Donc ces examens-là sont la base, en fait, pour pouvoir, je dirais, établir la carte d'identité du reflux et vraiment savoir si le patient répond à une bonne indication chirurgicale ou non. Et à la suite de ça, on fait des examens morphologiques pour vérifier s'il existe de manière concomitante ou non une hernie hiatale. Et quand on a ces éléments, en fait, on pose l'indication opératoire et on opère. Et ce sont des chirurgies qui sont peu invasives aujourd'hui ? Alors, depuis maintenant 30 ans, en fait, la chirurgie digestive bénéficie des techniques mini-invasives. C'est de la cœlioscopie. On remplace en fait l'ouverture du ventre par une chirurgie qui se fait au travers de la paroi abdominale avec une caméra et des instruments qui passent au travers de la paroi abdominale. Et donc, c'est des techniques de cœlioscopie qui permettent de limiter l'agression sur la paroi. Le geste à l'intérieur du ventre, c'est le même, mais on s'affranchit d'une grande part d'agressivité liée à l'ouverture du ventre et aux conséquences que ça peut avoir. Donc dans les outils de cœlioscopie, il y a des outils de cœlioscopie qui sont aujourd'hui en phase d'évolution et nous utilisons, enfin moi particulièrement, j'utilise beaucoup l'outil robotique qui augmente la portée de ces techniques mini-invasives. Et qu'est-ce que vous faites justement pour éviter qu'il y ait ce reflux en fait justement, quel est l'acte finalement une fois que vous êtes à l'intérieur quelque part? Alors l'acte chirurgical, communément, les gens vont parler de refaire la valve. Voilà. Ouais. Donc en gros, on entend parler de ça. Vous mettez une valve, vous mettez un clapet. Donc les gens imaginent toutes sortes de choses. En fait, le nom technique, c'est une fundoplicature. C'est-à-dire qu'on utilise une portion libre de l'estomac, la portion supérieure, le fundus, et on va venir l'enrouler en arrière ou en avant, mais c'est plutôt en arrière, dans les techniques classiques, en tout cas en France, de l'œsophage pour créer une sorte de cravatage. Et évidemment, combiné à cela, quand il y a une hernie hiatale, on remet en place en fait le cardia, donc la jonction œsogastrique en place abdominale. Donc il faut rétablir en fait l'anatomie et ensuite réaliser ce cravatage. C'est tout simplement en fait l'enroulement d'une portion de l'estomac autour de l'œsophage que l'on vient suturer de part et d'autre et qui crée une sorte de ressaut. On vient obstruer, si vous voulez, la lumière de l'œsophage qui aurait tendance à rester ouverte en permanence chez un patient souffrant de reflux. Et quand vous venez simplement appliquer en fait cet estomac en arrière, on vient obstruer mécaniquement en fait, de manière très souple, mais simplement refermer la lumière de l'œsophage. Quels sont les avantages par rapport à un traitement médicamenteux ? Alors, le traitement médicamenteux,
il remplace pas la chirurgie. La chirurgie remplace pas forcément le traitement médicamenteux. Il y a des patients qui sont éligibles au traitement médicamenteux, d'autres à la chirurgie. L'objectif de la chirurgie, c'est justement de pouvoir s'affranchir totalement et définitivement de l'imprégnation médicamenteuse. Le traitement médicamenteux, ce sont les médicaments antiacides. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est très communément admis, c'est qu'on peut prendre un traitement médicamenteux, donc une imprégnation chimique au quotidien, par un médicament dont une des portées est de stopper la sécrétion acide de l'estomac. Donc c'est un traitement du reflux gastro-œsophagien par amputation d'une activité de l'estomac. D'accord ? Donc on n'empêche pas le reflux. On empêche de faire fonctionner l'estomac normalement avec son acidité, qui a un rôle dans les équilibres des colonies bactériennes et dans la flore digestive. Mais donc du coup, si vous prenez ces médicaments au quotidien, en fait, vous transformez un petit peu la chimie de votre appareil digestif. Et donc ces médicaments-là sont très efficaces. Mais ils n'empêchent pas le reflux. Donc il y a quand même des patients qui souffrent du reflux, même non acide, qui ne seront absolument pas, ne seront pas complètement améliorés par la problématique. Ces médicaments peuvent avoir aussi une portée qui dépasse le problème du reflux et donc peuvent avoir une tolérance modérée, moins bonne. C'est pas anodin de prendre des médicaments au quotidien. Donc quand on a une pathologie qui répond à une indication chirurgicale et qui permet de s'affranchir d'une imprégnation médicamenteuse, ça vaut le coup de réfléchir quand même. Quand vous opérez, est-ce qu'il y a un risque de rechute, de retour de reflux ? Alors, c'est bien sûr, ça existe pour toute chirurgie, il y a toujours un risque de récidive, de reflux. C'est pas le plus fréquent, loin de là. D'accord ? Donc, en fait, il faut imaginer, encore une fois, que il y a beaucoup de choses qui accompagnent le reflux. Comme je l'ai dit, il y a des règles hygiéno-diététiques à adopter. Et quand on a opéré les patients, on s'est astreint déjà à leur proposer de suivre ça. Et en post-opératoire, il y a aussi des consignes à appliquer pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et en fait, quand on se fait opérer et que les choses se passent bien, que les gens adoptent, il y a très peu de récidives. Même si classiquement, en fait, c'est décrit. Mais encore une fois, si vous opérez sans adopter d'attitude compensatrice ou je dirais de régulation, en fait, c'est comme si vous opérez quelqu'un qui s'abîme le genou en faisant n'importe quoi et que vous lui remplacez son genou et qui va continuer à faire n'importe quoi. Et ça changera rien. Voilà. Donc en fait, il faut quand même adopter des mesures qui sont pas compliquées. C'est juste en fait prendre de bonnes habitudes. Quels sont les retours de vos patients qui ont vécu cette opération dans leur quotidien, justement, on en parlait tout à l'heure? Alors, moi, personnellement, j'aime bien suivre les patients longtemps, en fait. Donc, je les vois classiquement à un mois post-opératoire. Je les revois systématiquement autour du 6e mois. J'essaye de les revoir à 2 ans et jusqu'à 5. Quand ils sont opérés pour le reflux, ils sont ravis. Voilà. Ils sont ravis parce que le retour le plus fréquent que j'ai, c'est de me dire « mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a attendu tant de temps pour se faire opérer, pour me proposer de me faire opérer, parce que je revis, quoi. » Il y a des conséquences quand même potentielles à cette chirurgie qui sont faibles et en général bien inférieures aux troubles liés au reflux. Il peut y avoir quand même des modifications en fait des boucles réflexes digestives. Donc en fait, faut le savoir. Et puis c'est des choses qui s'estompent dans le temps. Et en adoptant les bonnes consignes alimentaires et hygiéno-diététiques, en fait, les gens vont beaucoup mieux, quoi. Merci beaucoup, Dr Régis Farah. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé en chirurgie digestive à l'hôpital européen de Marseille. Merci donc d'être venu nous parler de RGO et hernie hiatale aujourd'hui. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.